Depuis l'introduction du libre-service dans les transactions commerciales aux États-Unis en 1930, nous avons été témoins d'un développement continu des supports, des outils et des techniques visant à faciliter les ventes. Donc la création de parking et la mise en disposition de paniers de chariots pour le client en sont des exemples notables. Donc ça va être des éléments qui ont été conçus dans le but d'améliorer l'expérience client et de simplifier le processus d'achat. Longtemps considérés comme des avantages concurrentiels essentiels, donc de nos jours, les nouvelles aides à la vente et à l'achat, donc les NAVA, sont devenues indispensables pour garantir la satisfaction client. Et grâce au progrès technologique des dernières années, ces NAVA vont évoluer sans cesse, allant de la réalité augmentée aux agents virtuels intelligents ou en passant par la modélisation 3D et les cabines d'essayage virtuelles. Elles vont favoriser le marketing omnicanal en s'adaptant à divers canaux de distribution. Et le développement des NAVA s'explique par plusieurs facteurs, notamment les contraintes de temps et d'information rencontrées par le consommateur, qui va les inciter à recourir à des outils capables de filtrer et d'organiser les données. Donc pour continuer, on va prendre des exemples. Donc pour les exemples chiffrés, il va être très complexe pour nous de vous fournir un chiffre exact sur le nombre d'entreprises qui pourraient utiliser les nouvelles aides à la vente et à l'achat, parce que ça varie trop selon différents facteurs, tels que le secteur d'activité, la taille de l'entreprise et les préférences des clients. Cependant, il est clair que de plus en plus d'entreprises reconnaissent l'importance des NAVA dans l'amélioration de l'expérience client et de l'optimisation du processus d'achat. Donc on pourra le voir avec dans notre interview à quel point les NAVA sont importantes. Pour notre exemple illustré, on a voulu utiliser les chatbots. Donc c'est des programmes informatiques qui sont très astucieux. Ils vont se présenter comme des véritables assistants virtuels capables de dialoguer avec les utilisateurs de manière fluide et naturelle à travers diverses plateformes de la communication instantanée. Donc leur présence est vraiment devenue super omniprésente sur les sites internet, sur les applications mobiles ou même sur les réseaux sociaux. Et ça va offrir aux entreprises un outil précieux pour interagir avec leur clientèle. Donc on va prendre l'exemple de la compagnie aérienne qui intègre un chatbot sur son site web. Les clients peuvent alors bénéficier d'une assistance personnalisée 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Ils peuvent poser des questions sur les destinations, obtenir des recommandations, des vols ou même vérifier en temps réel le statut de leur vol, donc s'il est annulé, en retard ou à l'heure. Et grâce à des algorithmes sophistiqués et des bases de données riches en informations, le chatbot va pouvoir comprendre les besoins spécifiques de chaque utilisateur et lui fournir des réponses précises et pertinentes. Donc l'avantage majeur des chatbots, comme je l'ai dit, c'est que la disponibilité est 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Donc ça va désengorger le service client, contrairement aux centres d'appel traditionnels, où est-ce que le client doit parfois patienter en ligne pendant de longues périodes, ainsi que les chatbots offrent les chatbots qui peuvent générer en simultané plusieurs conversations. Donc il n'y a pas un interlocuteur pour une personne, mais comme c'est une assistante virtuelle, ils peuvent prendre par exemple 15 utilisateurs en même temps et répondre en même temps. Et donc en résumé, l'utilisation des chatbots représente une avancée significative dans le domaine du service client, offrant aux entreprises un moyen efficace d'interagir avec leur clientèle de manière personnalisée. Donc pour nos enjeux, on va avoir 3 enjeux. Donc pour les professionnels, on va avoir la perte d'interaction humaine, la complexité opérationnelle et la préoccupation en matière de confidentialité et de santé. Donc pour exploiter notre sujet, nous répondrons aux questions suivantes qui sont en quoi les NAVA jouent-elles un rôle essentiel dans le processus de vente et d'achat, comment l'utilisation des NAVA peut-elle améliorer ou entraver le processus d'achat et de vente, et enfin les NAVA sont-elles devenues indispensables pour les consommateurs et les vendeurs de nos jours. Donc notre bibliographie, et donc nous allons voir qu'est-ce que les NAVA. Donc les NAVA ou nouvelles aides à la vente et à l'achat sont des outils technologiques et des méthodes innovantes qui sont utilisées pour soutenir les processus de vente et d'achat dans les entreprises. Leur objectif est de faciliter le choix et d'enrichir l'expérience client en lui apportant de l'information, en le rassurant, en lui faisant gagner du temps, etc. Donc ces outils peuvent faciliter le paiement, la prise de possession des marchandises ou encore la réalisation du service. L'objectif visé par les NAVA, c'est donc d'attirer le client et améliorer son confort lors de son achat. Selon le texte, ce sont des éléments indispensables à l'environnement d'achat.
Donc avec le temps, il y a de nouvelles NAVA qui sont apparues, comme des moteurs de recherche, des foires en question, des comparaisons de prix, ou encore des applications en réalité virtuelle ou augmentée. Donc la diversité des NAVA elle provient de plusieurs critères. Le contexte d'utilisation, donc qui peut être privé, quand c'est sur Internet depuis chez soi, public fixe en magasin physique, ou public mobile lors des déplacements, par exemple en gare. Ensuite, le support utilisé pour accéder au NAVA, on retrouve les smartphones, les tablettes, les ordinateurs, ou encore les bornes fixes en magasin, les lunettes en réalité augmentée, etc. L'objectif visé par les NAVA, c'est d'attirer le client, d'améliorer la praticité de l'achat, le rassurer, en lui fournissant des informations supplémentaires ou en réhumanisant les rapports client-entreprise. Donc on peut voir dans le tableau les différents exemples des NAVA. Donc par exemple, pour les NAVA qui permettent de faciliter le paiement, ce qui va être utilisé, c'est les paiements sans contact. Du coup, on va analyser la méthodologie de l'étude menée auprès des consommateurs par les experts. Donc l'étude a été menée auprès des consommateurs pour évaluer leur perception des NAVA en fonction de 4 caractéristiques. Donc la rapidité, la simplicité, l'aspect ludique et l'aspect innovant. Pour ce faire, les chercheurs ont demandé à 241 consommateurs de noter 4 exemples de NAVA sur 4 caractéristiques clés. Le questionnaire a été administré en ligne. Les stimuli utilisés dans l'étude ont été présentés aux participants et ils ont été invités à évaluer chacun des exemples de NAVA sur les 4 caractéristiques mentionnées. Les participants ont été recrutés via un processus boule de neige à partir d'emails et de réseaux sociaux. L'échantillon était majoritairement féminin, 61,8% de femmes contre 38,2% d'hommes. L'âge moyen des participants était de 25 ans, ce qui correspond à la tranche d'âge ayant le plus fort taux de smartphone. Les résultats de cette étude ont permis de confirmer la classification des NAVA établie par les experts. Les résultats montrent que les consommateurs perçoivent certains types de NAVA comme plus innovants, ludiques, rapides ou simples. Par exemple, les cabines d'essayage virtuelles sont perçues comme plus innovantes et ludiques que d'autres types de NAVA, tandis que les paiements sans contact sont perçus comme innovants et rapides. Ils confirment ainsi la classification des experts, montrant que les NAVA sont perçus comme ludiques et innovantes par les experts, mais ils le sont aussi aux yeux des consommateurs. Donc du coup, maintenant, on va pouvoir faire un petit focus sur le consommateur face au NAVA. Donc face au NAVA, le consommateur peut réagir de différentes manières en fonction de son expérience, de ses besoins et de son niveau de familiarité avec ces outils. Donc quant à certains consommateurs, ils peuvent être méfiants aussi à l'égard des NAVA, comme ça peut être quelque chose de nouveau, craignant une manipulation ou une perte d'intimité liée à l'utilisation de ces technologies. Donc pour le consommateur moins familier avec les nouvelles technologies ou les interfaces numériques, l'utilisation des NAVA va entraîner des difficultés techniques, de la confusion et une augmentation de la complexité du processus d'achat. Et en effet, en touchant ou en manipulant le produit virtuellement, le consommateur s'approprie davantage le produit. Donc par exemple, un consommateur utilisant une cabine d'essayage virtuelle pour un vêtement aura tendance à s'approprier plus facilement le vêtement en question. Et les NAVA sont classés en 2 dimensions. Donc il y a le vecteur de l'aide, social et environnemental, et la nature de l'aide, qui va être cognitive, affective ou instrumentale. Donc cette classification permet de distinguer les différentes fonctionnalités et objectifs des NAVA, ainsi que leur adaptation aux besoins et au contexte d'utilisation. Donc, afin de mieux appréhender les sujets des NAVA, il est important de s'intéresser à leur classification. En effet, les différentes classifications, elles permettent de mieux comprendre les enjeux en fonction du type des NAVA étudiés. Donc, dans la littérature sur les NAVA, on distingue principalement 2 types. Il y a les NAVA du coup environnemental et social. Donc, ce qui touche à l'environnement, ça va être les NAVA qui mêlent le réel et virtuel, avec un niveau virtuel modéré, exemple les QR-codes. Et ensuite, il y a les NAVA qui plongent complètement l'utilisateur dans un monde virtuel. Concernant les NAVA sociales, c'est les représentations graphiques des conseillers vendeurs, exemple un agent virtuel intelligent. Ensuite, il y a les représentations graphiques des consommateurs utilisateurs, donc c'est représente l'individu dans l'univers virtuel et les médiateurs entre le consommateur et l'interface. Et donc elles sont conçues par l'être humain qui le représente. Donc voici la proposition de 3 critères de classification des NAVA différentes. Il y a la classification des NAVA utilisant la réalité augmentée ou la réalité virtuelle. Ensuite, il y a les agents virtuels augmentés qui apportent un aspect social à l'expérience client.
La classification basée sur l'atmosphère de vente, donc c'est basé sur Haussmann et Skipper en 2009. Donc cela englobe la conception et la navigation du site, visant à optimiser l'accessibilité et la rapidité. Ensuite, nous retrouvons aussi des facteurs liés à l'humain. Ensuite, il y a la classification, du coup, basée sur la littérature, sur les aides aux clients. Donc ces classifications, elles distinguent le vecteur de l'aide aux clients, donc nature de l'aide et la nature de cette aide, donc ces fonctions de l'aide. Et donc ces critères de classification, elles reflètent la diversité. Elles fournissent également des outils utiles aux managers pour choisir les navals les plus adaptés selon leurs besoins. Enfin, il y a des études auprès d'experts et de consommateurs qui ont démontré la possibilité de 2 nouvelles classifications qui s'utilisent conjointement. Donc ici, on peut voir la classification des navals du coup, selon leur nature, donc via le schéma. On peut voir du coup le G1, le G2, le G3, le G4. Et ensuite, il y a la classification des navals selon leur fonction. Donc à travers le schéma, donc il y a les navals, les fonctions utilitaires, les fonctions hédoniques, et ensuite c'est informer, faciliter, etc. Mais bien que toutes ces classifications elles ont des perspectives intéressantes pour comprendre les navals, celle qui est généralement privilégiée et qu'on va utiliser nous par la suite, ça va être plutôt les navals environnementales et les navals sociales. Pour l'avantage d'utiliser les NAVA, l'intégration NAVA dans les stratégies commerciales, elle présente une multitude d'avantages significatifs. Donc, par exemple, pour commencer sur le plan commercial, les NAVA, elles permettent aux entreprises d'optimiser l'efficacité de leur processus de vente, donc en proposant des expériences d'achat plus rapides, plus simples et plus personnalisées. Cela se traduit par une augmentation des ventes, une fidélisation accrue de la clientèle et une amélioration de la réputation de la marque. De plus, les NAVA, elles offrent aux entreprises la possibilité de se différencier de leurs concurrents, donc en proposant des expériences uniques et innovantes. Pour les consommateurs, ces nouvelles technologies de vente, elles vont améliorer donc, leur expérience client, leur expérience d'achat, et offrir plus de flexibilité et de commodité. Les NAVA, elles permettent une personnalisation accrue de l'expérience d'achat. Donc, grâce à l'analyse des données et l'intelligence artificielle, les entreprises elles vont pouvoir proposer des recommandations de produits plus pertinentes et adaptées aux préférences de chaque consommateur. Donc ensuite, on a sur le plan social, les NAVA elles peuvent contribuer à renforcer le lien social, donc en facilitant les interactions donc entre les différents consommateurs. Donc par exemple, il y a les plateformes de vente en ligne qui intègrent souvent des fonctionnalités de discussion, de partage, et donc qui permet aussi aux utilisateurs d'échanger des recommandations, leur expérience. Et donc, ces interactions vont renforcer le sentiment d'appartenance à une communauté virtuelle et favoriser l'engagement des consommateurs avec la marque et les autres utilisateurs. Pour les entreprises, étant donné qu'elles intègrent des pratiques durables dans leur processus de production et de distribution, elles bénéficient d'une meilleure réputation sociale. Et enfin, les NAVA, elles offrent aux entreprises l'opportunité de promouvoir des valeurs sociales importantes, donc en mettant en avant des produits fabriqués de manière éthique, en soutenant des initiatives communautaires ou en promouvant la diversité au sein de leur personnel et de leurs partenaires commerciaux, les entreprises elles peuvent jouer un rôle actif dans la construction d'une société plus inclusive. Ensuite, sur le plan environnemental, donc tout d'abord, le NAVA permet de réduire l'empreinte écologique qui est associée au déplacement en évitant les déplacements des consommateurs vers les magasins physiques. Ensuite, les NAVA vont favoriser souvent une logistique plus efficace et optimisée. Donc les entreprises elles peuvent par exemple regrouper leurs commandes et les livraisons, donc ce qui va encore une fois réduire le nombre de véhicules et de déplacements. Les NAVA elles offrent également des possibilités d'innovation en matière de packaging et de distribution. Les entreprises peuvent adopter des emballages plus écologiques, plus durables et réduire ainsi leur impact sur l'environnement. Et enfin, en offrant aux consommateurs un accès facile à des informations détaillées sur leurs produits, telles que leur origine, leur composition, etc., leur impact environnemental, les NAVA permettent aux consommateurs de faire des choix plus conscients. Donc du coup maintenant on va pouvoir voir les inconvénients. Donc en première partie l'inconvénient pour les entreprises. Donc l'utilisation de NAVA peut présenter certains inconvénients et certains risques pour les entreprises
Les Nava vont utiliser surtout des algorithmes sophistiqués pour évaluer la valeur des actifs, ce qui peut rendre le fonctionnement complexe et difficile à comprendre pour les entreprises. Donc, comme les Nava reposent sur des algorithmes, il existe un risque que ces derniers puissent être manipulés ou exploités par des actes malveillants. Donc cela pourrait fausser les résultats et entraîner des décisions commerciales erronées, ce qui pourrait avoir des conséquences néfastes sur les performances de l'entreprise. Les Nava peuvent remplacer les interactions humaines par des réactions automatisées et algorithmiques. Donc cela peut nuire à la qualité de l'expérience client en réduisant la capacité de l'entreprise à établir des relations personnelles avec leurs clients et à répondre à leurs besoins de manière individualisée. Et elles peuvent également entraîner une perte de personnalisation avec les interactions avec le client. Donc en se basant uniquement sur des données et des algorithmes, les entreprises peuvent avoir du mal à comprendre les besoins et les préférences uniques de chaque client, ce qui peut conduire à une expérience client moins satisfaisante et à une diminution de la fidélité de la marque. Donc pour les réactions émotionnelles et cognitives, les réactions émotionnelles et cognitives des clients vont jouer un rôle crucial dans leurs interactions avec une entreprise. Donc les émotions vont influencer souvent la décision d'achat et la perception globale de la marque. Donc si on peut prendre l'exemple d'un client qui peut ressentir la frustration s'il perçoit qu'une interaction avec un chatbot est froide, elle est impersonnelle, donc ça va conduire à une expérience négative et à une diminution de sa fidélité envers cette marque-là. Et donc de plus, les réactions émotionnelles des clients peuvent avoir des complexités peuvent être complexes et multifactorielles. Donc par exemple, un client va ressentir de la satisfaction lorsqu'il va recevoir un service personnalisé, un service personnel auquel on va répondre à sa difficulté. De même, les perceptions subjectives des clients peuvent varier en fonction des facteurs tels que les expériences passées, leurs attentes et leurs préférences individuelles. Donc par exemple, un client peut percevoir une interaction avec un chatbot comme efficace, pratique, s'il peut rapidement trouver une solution dont il a besoin, tandis qu'un autre client peut préférer une interaction plus humaine, personnalisée, peut-être un peu plus longue, mais pourra avoir du coup une réponse complète à sa question. Donc en négligeant les réactions émotionnelles et cognitives des clients, les entreprises risquent de compromettre la qualité de l'expérience client et de compromettre surtout la fidélité de la marque à long terme. Donc il va être essentiel pour les entreprises d'adopter une approche holistique de la gestion de l'expérience client en tenant compte à la fois des aspects émotionnels, cognitifs dans les interactions avec les clients. Donc cela va pouvoir inclure par exemple l'utilisation de techniques telles que l'intelligence artificielle émotionnelle pour détecter et répondre aux émotions des clients, ainsi que l'investissement dans la formation du personnel pour favoriser l'expérience client et la fidélité de la marque. En résumé, bien que les Nava puissent obtenir des avantages en termes d'efficacité et de précision dans l'évaluation des actifs, leur utilisation peut présenter des inconvénients en termes de complexité et de risque de manipulation, de déshumanisation de l'expérience client et de la perte de la fidélisation. Donc, il est donc important pour les entreprises d'adopter une approche équilibrée et de prendre en compte les agents émotionnels, les aspects émotionnels et cognitifs dans les stratégies d'acquisition, de fidélisation de clients et d'expérience de marque. Donc, bien que les Nava, elles améliorent considérablement l'expérience d'achat. Ah oui. Du coup, on a le passage interview avec l'interview pour les clients. D'ailleurs, il s'appelle comment votre encadrement? On n'a même pas le nom. Monsieur Brian Contrôle. De moins en moins d'heures utilisées dans le magasin. Il est manager chez Boulanger. En tout cas, Inditex mise de plus en plus sur l'utilisation des Nava. Il a dit. On va repasser. Déjà, la question c'était pensez-vous que les Nava font partie de la stratégie de l'entreprise? Oui, totalement. On demande une productivité de plus en plus efficace, de moins en moins d'heures utilisées dans le magasin. Donc, oui, en tout cas, Inditex mise de plus en plus sur l'utilisation des Nava. Qu'est-ce qu'il dit? J'ai rien compris. Que l'utilisation des Nava était indispensable chez le groupe Inditex. Tout ce qui fait Zara, Bershka, Puma, etc. Parce que c'est un gain de temps, c'est ce qu'il dit, c'est ça? Oui, c'est ça. Au niveau logistique. Il parle du côté logistique, il ne parle pas de l'expérience client. On a une autre vidéo après qui en parle. D'accord.
Donc, bien que les Nava améliorent considérablement l'expérience d'achat, elles comportent également des risques pour les consommateurs. Et pourquoi vous mettez dans les inconvénients alors qu'il dit quelque chose de positif? Non, on a passé c'était dans la partie d'avant, là on passe aux inconvénients en avant. Donc il y a un exemple significatif avec Amazon, avec Alexa, donc c'est l'enceinte Bluetooth. Et les rapports ils ont souligné comment cela ça peut compromettre la vie privée des utilisateurs parce qu'ils enregistrent parfois des conversations sans consentement. Et donc ces incidents ils ont suscité des inquiétudes quant à la confidentialité des données personnelles et la sécurité des foyers. De plus, il y a un manque de transparence des entreprises concernant la collecte et l'utilisation de ces données, qui peut également générer la méfiance et de la peur chez les utilisateurs. Et donc ces problèmes ils peuvent entraîner une insatisfaction chez les clients, car du coup ils vont remettre en question la confiance dans ces technologies et ils vont souligner les risques potentiels pour la vie privée. Et donc cette déshumanisation, elle peut également contribuer à l'isolement social, car les consommateurs ils sont de moins en moins en contact avec des vendeurs en personne. Et donc pour les personnes âgées, cette aide elle peut être cruciale et donc pour eux c'est un inconvénient. En termes de stratégie du coup d'acquisition, les entreprises elles doivent du coup prendre en compte les réactions émotionnelles et cognitives des consommateurs face aux risques perfus de l'utilisation des Nava. Donc ça peut inclure la nécessité de renforcer la transparence et la sécurité des données pour favoriser du coup la confiance. Du côté de la fidélisation, il est crucial pour les entreprises de mettre en place des mesures visant à assurer la sécurité de leurs données. Donc ça peut impliquer la création de programmes de fidélisation, du coup axés sur la protection de la vie privée et le renforcement des interactions humaines. En ce qui concerne du coup l'expérience client, les entreprises elles doivent veiller à ce que l'utilisation des Nava ne comprenne pas la qualité et l'interaction et la personnalisation de l'expérience. Et donc, quant à l'expérience de la marque, les entreprises elles doivent prendre en compte les implications à long terme de l'utilisation des Nava sur la perception par le consommateur. Donc, ça peut impliquer de communiquer sur les mesures prises pour garantir la confidentialité et la sécurité des données. Donc, en intégrant ces considérations dans leur stratégie globale, les entreprises elles peuvent mieux gérer les risques associés à l'utilisation des Nava, tout en maximisant les avantages qu'elles offrent en termes d'efficacité et de communauté pour les consommateurs. Du coup, en ce qui concerne l'interview, donc on a fait une interview avec un manager chargé de projet chez PMB, donc le groupe Amitex, Bershka, PMB, etc. On lui a posé plusieurs questions, donc en tout l'interview a duré environ 30 minutes. Donc on lui a posé la question, craignez-vous que les Nava remplacent un jour les hommes? Donc, elle a fait perdre quand même 20 personnes. Donc, oui, vos magasins gagnaient en rentabilité, etc. Mais j'ai perdu des vendeurs et ça supprime des postes. Enfin, ça limite le nombre de postes que je pouvais proposer à l'époque. Humainement, voilà. Donc ça a des côtés positifs et des côtés négatifs. En plus, dans une économie où le taux de chômage ne fait que exploser, voilà, ça, des fois, je me dis que si c'était encore à l'époque, si avec 100 000 Nava, je pourrais recruter 20 personnes en plus. Du coup, on a Bon, ça suffira. Allez, vous pouvez passer cette partie. Donc, pour conclure avec tout ce qu'on a dit, les Nava ont révolutionné les stratégies commerciales offrant des expériences d'achat personnalisées et facilitant le processus de vente. Les Nava ont un potentiel pour améliorer l'expérience client et permettre aux entreprises de rester compétitives sur un marché en évolution. Cependant, leur intégration, elle soulève des défis qui en matière de protection de la vie privée et de déshumanisation de l'expérience client. Donc, pour tirer le meilleur parti des Nava, les entreprises elles doivent adopter une approche équilibrée, tenant en compte les réactions émotionnelles des consommateurs. Notre entretien a permis de conclure que les Nava sont quasiment toujours présents dans les expériences d'achat et leur utilisation, l'aide qu'elles apportent, etc. Et cela en devient même inconscient pour le consommateur. Donc pour aller un peu plus loin, on peut dire qu'il reste des incompréhensions de leur impact sur la confiance des consommateurs, leur intention d'achat. Donc il serait intéressant de chercher plus profondément sur
sur comment ces différentes navals vont influencer donc, ces variables, la confiance du consommateur, etc. De plus, une analyse des avantages économiques et opérationnels serait bénéfique pour aider les entreprises à prendre des décisions sur l'investissement dans ces technologies. Et enfin, une étude des risques potentiels pour la vie privée et la déshumanisation de l'expérience client, elle est nécessaire pour identifier les meilleures pratiques pour atténuer ces risques et garantir une utilisation responsable et éthique de ces technologies. Et donc, grâce à ces research gaps, nous pouvons conclure de comment concilier l'utilisation des données pour les NAVA avec le respect de la vie privée et la confidentialité des individus.